Alicia, bonjour. Bonjour Yannick. Merci de venir sur la chaîne Messenger. Tu es philosophe praticienne et tu interviens notamment auprès des enfants, donc ça va être un peu la thématique, même si on aura peut-être des digressions vers les adultes. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter peut-être en quelques mots ? Oui, merci. Je m'appelle Alicia Polzela-Goduel, je suis philosophe praticienne, c'est-à-dire que mon métier consiste à faire philosopher des groupes d'enfants, d'adolescents, d'adultes, à les réunir et à engager avec eux la discussion sur des sujets de philosophie. Est-ce que le sujet de la mort revient souvent dans leur questionnement ? Alors je dirais que le sujet de la mort revient en filigrane, c'est-à-dire que il arrive dans certaines classes, plutôt aux alentours de 8-9 ans, qu'ils souhaitent vraiment aborder le sujet de la mort, et notamment sous la forme de la question la plus simple, pourquoi on meurt ? Ce qui est quand même une question difficile à traiter évidemment et pour laquelle il n'y a pas de réponse toute faite. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'en discuter en philosophie. Mais au-delà de ces demandes que formulent les enfants parfois sur la question spécifique de la mort, je dirais que le thème de la mort se présente parfois de façon inattendue dans les conversations lorsqu'on va parler de tout un tas de sujets qui ont plutôt attrait à la vie, mais que la mort va s'inviter parce que parlant de la vie, il y a forcément la mort en contrepoint. Et donc il arrive parfois, alors qu'on est en train de parler par exemple d'apprendre ou de grandir, qu'on traite aussi du thème de la mort parce que quand on grandit, on vieillit et quand on vieillit, on meurt. Voilà. Donc ce n'était pas forcément le sujet de la discussion ce jour-là avec les enfants, mais il arrive bien sûr que le thème de la mort soit présent et qu'on n'évite pas d'en parler. Est-ce que justement par rapport à la mort, j'imagine qu'il y a un degré en fonction qu'on parle de la mort peut-être de grands-parents, de parents. Malheureusement, il y a des choses beaucoup plus tristes et graves comme la perte d'un frère ou d'une sœur. Et puis, on doit certainement aller vers la perte peut-être d'un animal de compagnie. Est-ce que finalement le thème de la mort est générique ou il y a vraiment un regard qui est différent selon l'importance ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une importance, mais... En philosophie, on aborde les questions sous l'angle du concept. Bien sûr que la discussion philosophique, qui est celle que je mène avec des enfants par exemple, ou des adolescents ou des adultes, va aller chercher sa réflexion dans l'expérience personnelle. Mais ça n'est pas un cercle de parole et il n'y a pas de dimension thérapeutique ou psychologique dans les discussions de philosophie qu'on mène avec les enfants. Pour la raison très simple, c'est que la philosophie cherche à s'élever au niveau du concept pour comprendre finalement de quoi est-ce qu'on parle. Alors bien sûr que la mort en général va passer par des expériences diverses chez les enfants. Et donc même si l'expérience est faite à 3 ou 4 ans de la mort, qu'elle soit effectivement la mort d'un animal de compagnie, d'un insecte, d'un oiseau dans le jardin, ou la mort d'un proche de la famille, l'enfant n'y mettra pas la même chose en termes de raisonnement. Donc je dirais que la mort, c'est la fin d'une vie et que tout ce qui est vivant meurt. À partir de là, la petite fourmi qu'on écrase ou évidemment un grand-parent, un membre de la famille, un frère, une sœur, vont être l'occasion de réfléchir à ce que c'est que la mort, déjà ne serait-ce que d'en prendre conscience, de l'intégrer dans sa vie. Donc il y a différentes façons de parler de la mort et le rôle de la philosophie, je dirais que c'est tout autant d'intégrer de l'expérience personnelle que chaque enfant pourra faire de la mort, aura fait de la mort au moment de la discussion, que d'élever cette expérience, de la mettre en commun et de l'élever pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la mort. Du coup, ça veut dire que le concept de la mort est quelque chose finalement de très universel, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un être humain. Et par-dessus, on vient y greffer le concept peut-être de la tristesse, par exemple ? La mort est un concept universel, en effet, et plusieurs choses vont devoir déjà être expliquées dans le concept de la mort. D'abord, ne meurt que ce qui est vivant. Ensuite, le pourquoi on meurt, la question dont je parlais tout à l'heure. La plupart des enfants, en tout cas jeunes, pensent qu'on meurt parce qu'on est vieux. Donc il y a déjà quelque chose à expliquer et peut-être à déconstruire sur l'idée que c'est parce qu'on vieillit qu'on meurt. Et puis là, souvent, il y a une problématique. En philosophie, on problématise. Il n'y a pas que les vieux qui meurent. Et c'est Heidegger qui disait dès qu'un être vient au monde, il est assez vieux pour mourir.
mourir. Donc ça, ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre pour les enfants et qui sont effectivement pas rassurantes. Et ce que tu disais, c'est qu'en effet, c'était Épicure qui disait la mort n'est rien pour nous parce que tant qu'on est vivant, on n'est pas mort et quand on est mort, on n'est plus vivant. Donc finalement, on n'a plus conscience. C'est une façon, voilà, c'est un argument connu. En gros, on n'a pas de raison de craindre la mort que voilà, ne nous concerne pas. Mais c'est pas entendable, se place du point de vue de la relation affective qu'on va nouer avec un animal de compagnie, avec quelqu'un de sa famille, où l'émotionnel, à la fois la souffrance, la tristesse évidemment, le manque lorsque l'être cher a disparu, bien sûr que tout ça nous concerne. Oui, il y a ce qu'on va chercher à mettre au jour en faisant discuter les enfants sur le sujet de la mort, c'est vraiment ces différentes dimensions pour qu'ils l'apprivoisent, qu'ils l'appréhendent et qu'on n'en fasse pas au-delà du mystère qu'elle est déjà, parce qu'elle est mystérieuse et que c'est quand même une question insondable, qu'on n'en fasse pas quelque chose dont il ne faut pas parler. Donc toi, quel a été ton premier rapport à la mort? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est venu plus tard? J'ai eu une expérience très marquante de la mort. J'ai fait l'expérience marquante de la mort lorsque j'avais 9 ans. Tout juste 9 ans et 10 jours. Et que ma grand-mère maternelle, qui nous gardait un soir, mon frère et moi, et qui avait de l'asthme, a fait un arrêt respiratoire, puis un arrêt cardiaque et qu'elle est morte. Et il se trouve que ce soir-là, 22 avril 88, j'étais avec elle dans sa chambre au moment où elle a commencé à ne plus réussir à respirer et où donc elle est devenue toute bleue, toute noire, où ses yeux sont sortis de ses orbites. Enfin voilà, une image très violente et évidemment totalement inattendue de la mort et donc elle est tombée devant moi et elle est décédée. Alors j'ai pas su immédiatement qu'elle était décédée, mais à ce moment-là, la mort s'est présentée à moi et j'avais 9 ans. Peut-être que j'ai eu un chien ou un chat qui est mort avant. On va dire que cette expérience-là a vraiment été une expérience fondatrice pour moi, dont je dis parfois qu'elle n'est pas traumatisante. Peut-être que voilà, j'ai peu de souvenirs néanmoins de mon état émotionnel ensuite. Même si je me souviens d'une chose, c'est que ma grand-mère était croyante et que, étant allée rejoindre Dieu, je devais me réjouir. Et ça, c'était très... C'était rassurant? Ah, pas du tout. Moi, ça ne me rassurait pas du tout. Ah, d'accord, okay. Non, non. Eh non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je pense que c'est une des premières expériences philosophiques que j'ai faites et c'est probablement pour cette raison que j'ai tant à cœur d'animer des ateliers de philosophie avec les enfants aussi. C'est-à-dire que la religion, à ce moment-là, n'a pas été du tout pour moi rassurante ou un soulagement. Elle rendait cet événement tragique, violent, absurde, encore plus injuste, encore plus incompréhensible, parce que, pour le dire d'une phrase, j'en voulais énormément à Dieu d'avoir tenté qu'il existe, et je pense que je n'étais pas touchée par la foi quand j'étais enfant, mais je lui en voulais énormément de m'avoir enlevé ma grand-mère. Donc non, ça n'a pas du tout été un soulagement, mais peut-être parce que je n'avais pas la foi. En tout cas, ça a été un mystère de plus. Oui, c'est une couche qui est venue se rajouter sur... Oui, et puis... Vraiment, je me souviens de cette injonction, faut pas être triste, ta grand-mère, elle est allée rejoindre Dieu. Et on ne maîtrise pas ses émotions. Donc non seulement j'avais vécu cet événement, ma grand-mère avait disparu, et en plus, il fallait que je sois réjouie. Pour moi, c'était totalement inentendable. Et je pense que, comme je le disais, c'est sans doute une des premières expériences philosophiques que j'ai faites et qui m'a conduite à vraiment accueillir ce questionnement sur la mort, sur la vie, bien sûr aussi, et le questionnement d'une manière générale en me disant mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et je crois vraiment que je suis convaincue que beaucoup d'enfants sont philosophes, pour pas dire tous les enfants, cette capacité d'étonnement, cette curiosité face au monde, cette envie de comprendre ces pourquoi en permanence. Pour moi, ils sont c'est vraiment c'est Aristote qui disait l'expérience de l'étonnement face au monde, c'est l'expérience philosophique. Donc les enfants, de ce point de vue-là, sont naturellement philosophes. Et donc je dirais que puisqu'il y a une question, puisqu'il y a un mystère, puisqu'il y a quelque chose à comprendre, puisqu'on se dit mais pourquoi c'est comme ça, alors ça vaut le coup de chercher et c'est quand on fait ça qu'on fait de la philosophie. Et est-ce que tu avais eu déjà une première approche juste du concept de la mort avant même qu'il y ait cet événement avec ta grand-mère? Est-ce qu'il y avait eu des discussions? Est-ce que tes parents t'avaient dit tu sais, mamie elle est malade ou non, c'est quelque chose. Donc
tu as eu une surprise totale. Quoi. Oui. Et puis elle était jeune, elle avait 58 ans. Ah oui, d'accord. Donc oui. c'était vraiment, c'était pas du tout un sujet. Encore que ça aurait pu l'être, et effectivement la question que tu poses est intéressante dans le sens où peut-être qu'il ne faut pas attendre de faire l'expérience de la mort pour en parler. Et je crois même que c'est plutôt l'inverse. Et les discussions que je mène avec les enfants, même si elles sont elles portent rarement sur vraiment le thème de la mort, comme je le disais, sauf lorsqu'ils en font la demande, et c'est aux alentours de 9 ans qu'ils se rendent compte que la mort est irrémédiable. Et donc souvent, ils ont cette curiosité face à cette question. Mais je pense en effet que je n'avais jamais discuté de la mort avec mes parents auparavant, peut-être du paradis, mais pas de la mort, que je n'en avais pas... je ne crois pas que j'avais formulé la question. Oui, c'est vrai. Et ça me fait penser, c'est vrai que quand on est gamin, on regarde des films ou des dessins animés, il y a des personnages qui meurent, mais j'ai l'impression que c'est très virtuel à cet âge-là. J'ai l'impression que ça ne nous touche pas. Bon, c'est un méchant qui est mort, il s'est fait tuer, mais finalement, il y a quelque chose de très normal. Est-ce que ce genre de contenu amène un questionnement, ou alors, bon, ça fait partie de la fable ou du conte? Je crois que la mort est normale. Et tu parles des dessins animés, des films, des personnages qui meurent, mais les fleurs, les animaux, les insectes. Donc je pense que l'enfant fait très tôt l'expérience de la mort, une fois de plus parce qu'il fait l'expérience de la vie. Et que donc la fleur qui va être d'abord un bourgeon, qui va s'épanouir, et puis qui va faner, puis qui va tomber au sol, est une expérience de la mort d'une certaine façon pour les enfants. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que la mort d'un personnage dans les dessins animés va davantage nourrir ce concept de mort que la mort d'une fleur, en tout cas dans le concept qu'ils en ont. Ce qui va, je pense, faire une différence importante, c'est lorsque la mort va les toucher de près et qu'elle va toucher leur entourage, leur famille, leurs parents, et qu'en plus du phénomène de mort va apparaître la tristesse, la disparition, l'absence, le manque et probablement cette incompréhension, parce que derrière la question pourquoi on meurt, il y a aussi une question que se posent souvent les enfants, c'est où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va quand on est mort ? Parce que le néant est aussi quelque chose qui est très difficile même à penser. Et donc c'est vrai que cette question-là, de savoir où est-ce qu'on va, apparaît aussi rapidement. Et c'est d'ailleurs, il faut faire attention à ce qu'on répond aux enfants quand ils nous posent cette question. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge auxquelles on parle différemment de la mort dans ton métier, ou peut-être même dans des ouvrages, ou est-ce que l'échange va s'adapter à la sensibilité de chaque enfant ? Oui, l'échange doit s'adapter à la sensibilité de chaque enfant et à son expérience. Lorsqu'on fait de la philosophie avec les enfants, on a un principe fondamental qui est le principe de non-souffrance. Donc il faut être très vigilant parce que la philosophie avec les enfants se déroule aussi en cercle. Et donc il faut être attentif au fait que la question que va soulever un enfant, la remarque que va soulever un enfant, notamment quand il s'agit de la mort, ne va pas complètement écraser de douleur ou de peur l'enfant d'à côté. Donc oui, je crois qu'il faut être très vigilant à la sensibilité de l'enfant, à son niveau de connaissance et d'expérience de ce sujet-là. Certains enfants ont fait l'expérience de la mort d'une autre façon que les autres, même si par ailleurs il n'y a pas que l'âge qui compte. Je crois qu'on dit que l'enfant commence à comprendre la mort aux alentours de 3-4 ans, et très souvent ce sont à ce moment-là qu'ils posent des questions à leurs parents, c'est quoi mourir ? Ensuite, ils vont affiner cette connaissance de la mort à travers les expériences qu'ils vont en faire, et c'est, comme je le disais, aux alentours de 9 ans que la mort apparaît comme quelque chose dont on ne revient pas, comme quelque chose d'irrémédiable, d'irrévocable. Donc il y a ce cheminement aussi entre apprendre ce que c'est que la vie et donc la fin de la vie, la mort, et puis aussi apprendre le fait que on ne revient pas de la mort. Et quand on fait l'expérience de pétales fanés qui tombent dans la terre et qu'on explique que ça va venir nourrir la terre et que l'année prochaine ça fera une nouvelle fleur, c'est pas tout à fait pareil que de dire mamie est morte et elle ne reviendra plus jamais. Donc voilà, et je pense qu'il il faut adapter à la sensibilité de l'enfant, à sa capacité de raisonnement autour de ce concept-là qui n'est pas la même entre 3 et 9 ou 10 ans, et puis à l'expérience qu'il en a fait. J'ajouterais peut-être que la philosophie nous invite à discerner, à faire usage de notre raison pour essayer de comprendre les enjeux, les problématiques, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la mort. Sans du tout nier le rôle des émotions, en philosophie,
on est vigilant au fait que les émotions ne doivent pas prendre le pas sur le raisonnement qu'on est en train d'avoir. Ça ne veut pas dire que les émotions sont mauvaises, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, évidemment que nous en avons et qu'elles sont très intéressantes et qu'elles font partie de notre vie. Mais lorsque la charge émotionnelle, que ce soit au sujet de la mort ou de tout un tas d'autres sujets qui peuvent être émotionnellement très forts, lorsque la charge émotionnelle prend le pas sur notre capacité à raisonner, alors il faut être vigilant parce qu'on n'est probablement plus en mesure, en capacité de philosopher. Je pense qu'il faut essayer d'aborder ces questions-là avec les enfants en veillant à ce que l'émotion reste à sa place. Si l'émotion est trop forte, parce qu'il y a une expérience de mort qui a été vécue, parce que voilà, on commence à voir les sanglots monter, il faut arrêter. C'est pas le bon moment. Oui, puis même si, en tout cas pour les parents peut-être qui nous regardent, c'est même si soit déjà on est dans l'émotion, c'est certainement pas le bon moment pour se mettre à philosopher. C'est une très bonne remarque. Je forme des adultes pour animer des ateliers de philosophie avec les enfants et j'attire leur attention effectivement sur le point dont je viens de parler et sur celui que tu viens de rajouter. En tant qu'adultes qui animons des ateliers de philosophie avec les enfants, si nous ne sommes pas capables de mettre nos émotions à leur place sur certains sujets, alors nous devons avoir une petite alerte qui s'allume dans la tête en se disant c'est pas le moment ou c'est pas le sujet. Oui, j'ai le sentiment que de parler de la mort avec un enfant ou un adolescent, c'est pas si simple quand soi-même on n'est pas très au clair avec le concept de la mort finalement en tant qu'adulte. Est-ce que je me trompe ou alors est-ce qu'il y a des choses à dire ou à ne pas dire, quel que soit notre propre niveau de compréhension? Oui, tu as tout à fait raison et je pense que ce à quoi la philosophie peut nous inviter, c'est à chercher ensemble avec l'enfant. Une fois de plus, la mort est un sujet difficile, mystérieux. Il y a certaines questions qui ont trait à la mort et auxquelles il n'y a aucune réponse, ou en tout cas des réponses pour soi. Et je dirais que oui, c'est important d'être au clair si on a eu l'occasion en tant qu'adulte d'y réfléchir. Et je dirais aussi que c'est important d'être, comme je le dis souvent aux enfants, d'être honnête dans sa recherche. Un enfant qui pose une question à un adulte, sur la mort par exemple, n'attend pas forcément de l'adulte qui lui donne une réponse toute faite. Il exprime une sincère curiosité par rapport à la question qu'il pose. Et si l'adulte lui dit « Tu sais mon chéri, je vais avoir du mal à répondre à cette question. Tu sais, je ne sais pas. Mais ce que je te propose, c'est qu'on discute tous les deux et puis qu'on essaye d'essayer de comprendre, de chercher. C'est ça la démarche philosophique. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'on philosophe avec des enfants, je dis souvent que nous sommes dans un échange authentique parce que la réalité, c'est que parfois, souvent, l'adulte ne sait pas. Alors bien sûr, il a une expérience de la vie qui est plus longue. Bien sûr qu'il a peut-être eu d'autres occasions de penser le concept. Mais la réalité, c'est qu'il ne sait pas. Et donc, dire à son enfant, tu sais, je ne sais pas, mais c'est une question intéressante. Elle nous concerne là parce que ça vient de se produire. Ou alors elle ne nous concerne pas et elle tombe de nulle part, comme la plupart des questions des enfants parfois qui nous surprennent. On se dit, mais pourquoi il me pose cette question? Mais on va chercher ensemble. On va aller regarder, on va essayer de trouver un livre, on va en discuter, on va voir ce qu'on en pense. Mais bien sûr, il faut être pas forcément au clair avec la réponse qu'on veut apporter, mais au clair avec le fait qu'on a vraiment envie de répondre à cette question, d'en parler. Je dirais qu'un des risques, c'est d'être pris au piège par la question de l'enfant, de pas du tout avoir envie d'en parler parce que ça nous fait peur, ça nous inquiète, parce qu'il y a de la superstition, parce que ça fait remonter à la surface de mauvais souvenirs et donc de dire non, par exemple. Je dirais que ça, ce serait dommage, parce que l'enfant, il arrive sincèrement avec sa question, et elle n'est pas morbide, elle n'est pas macabre, enfin, macabre d'ailleurs plutôt que morbide. Lui, il veut sincèrement comprendre, en fait. C'est de la curiosité, il veut sincèrement comprendre, et il est prêt, je pense, à entendre qu'il n'y a pas de réponse toute faite, que sa question, elle est entendue, et qu'on l'accueille. Et peut-être même que ça vaut le coup, si on parlait il y a quelques instants de l'état émotionnel dans lequel on se trouve, peut-être de répondre à l'enfant, tu sais, aujourd'hui je ne me sens pas assez bien pour avoir envie de discuter de ça avec toi. Je ne me sens pas assez fort, mais j'aimerais bien qu'on en reparle tous les deux et qu'on se repose cette question parce que c'est une bonne question. Voilà, c'est cette façon-là d'accueillir le questionnement de l'enfant je trouve ça très, très et bien, de faire quelque chose qui ne mette pas un mouchoir sur une question essentielle de la vie. Je trouve que c'est une belle réponse
apporter aux gens qui nous regardent. Pour continuer sur les réponses que quelquefois on apporte en tant que parents et qui des fois sont pas forcément, mais évidemment avec plein de bienveillance, mais qui sont pas forcément bonnes. Tu m'as raconté une petite histoire par rapport à un proche, parce que pas libre à toi de le citer, mais j'ai trouvé que sa réponse était très naïve, mais assez lourde de conséquences en fait. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai appris il y a très peu de temps en discutant avec mon frère et son épouse et constatant que leur deuxième fils avait de gros problèmes d'endormissement. Et là, sa femme me confie que en fait, mon frère a dit à son fils, qui lui demandait ce que c'était que mourir, il lui a dit « Oh, tu sais, mourir, c'est pas grand-chose. En fait, bon, c'est comme quand on va se coucher, sauf qu'on se réveille plus. » Et alors, ça m'a énormément surpris de la part de mon frère, qui est pas du tout, qui a beaucoup de finesse, qui a beaucoup qui a aussi vécu la mort dont je parlais, la mort de ma grand-mère, indirectement parce qu'il n'était pas là, mais voilà, il l'a aussi vécu lui-même. Donc, ça m'a beaucoup surprise qu'il fasse cette réponse. Et effectivement, son fils a beaucoup de problèmes pour aller se coucher et pour s'endormir. Et tout à coup, je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce que tu lui as fait cette réponse-là? Et je pense que vraiment, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il a été pris au dépourvu. Et lorsque l'enfant pose la question, que ce soit le fils de mon frère ou un autre, on s'y attend pas parfois. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des questions qui peut-être tournent dans leur tête depuis un moment, ou bien ils ont fait une association d'idées qu'on n'a pas du tout faite, et puis là, bam, il y a une question fondamentale, une question souvent dont la portée philosophique est immense, et qui arrive comme ça, en sortant de la voiture. Et donc là, je pense que mon frère a été pris au dépourvu sur cette question. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, on a tellement à cœur de protéger nos enfants, de leur éviter une réalité brutale, inquiétante, qu'on va arranger les choses. Et en voulant les arranger, parfois, on fait effectivement plus de mal que de bien, et en tout cas, on n'imagine pas les conséquences. Il y a souvent trois façons de répondre à côté sur cette question de la mort. La première, c'est on s'endort. Et donc évidemment, on peut créer des vraies craintes entre aller se coucher et mourir, parce que l'enfant se dit, mais voilà, si je vais me coucher, peut-être que demain je serai mort. Donc ça semble évident quand on le dit comme ça, parce qu'on a une approche un peu plus raisonnée et froide. Lorsque l'enfant pose la question, on a envie de le protéger de cette réalité brutale, donc on va lui dire, c'est comme quand on va se coucher, sauf qu'on ne se réveille pas. Et cette réponse, en fait, elle induit qu'il n'y a pas de souffrance, que c'est doux, que c'est calme, mais c'est très inquiétant pour l'enfant. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est souvent on dit il est parti. Alors il est parti, c'est pas il est mort. Et c'est important, même si c'est difficile aussi pour certains adultes, d'utiliser les bons mots. Ça, c'est aussi un travail qui est cher aux philosophes. Partir, c'est pas mourir. Parce que partir, maman, elle part travailler. Et papa, il part en voyage. Et donc l'enfant se dit, quand on part, on revient. Et la personne qui est morte, dont on dit qu'elle est partie, l'enfant peut s'attendre à ce qu'elle revienne. Et donc, il va être dans l'attente, dans l'angoisse de ne pas la voir revenir, alors qu'en fait, on ne revient pas de la mort. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que comme on est maladroit. Enfin, moi, je sais qu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, une remarque sur Internet, parce que sur une interview, sur un contenu, j'avais dit, quand on a un être proche qui est disparu. Et disparu, c'est vrai, voilà, on pense pas mal en disant ça. Et il y a qu'une dame qui nous a écrit en disant « J'ai mon frère qui est disparu, mais c'est vraiment un disparu. Et c'est juste qu'ils ne savent pas s'il est vivant, s'il est mort. » Et c'est un mot du coup qui a une sonorité très traumatisante en fait. Donc c'est vrai qu'on on a du mal. Alors moi, de plus en plus, je fais vraiment très très attention. Quand on parle de mort, c'est mort, ou c'est un décès, un défunt. Enfin, on donne les bons mots, les vrais mots. Et c'est vrai que nous, c'est qu'on a très à cœur sur Messenger de parler des vraies choses, et que c'est pas des gros mots, c'est des faits, qu'il faut dire les vraies choses, parce que c'est vrai que comme ce que tu dis, il est parti, non, il est mort, quoi. Ouais. Et ça fait partie aussi, je pense, de la façon d'apprivoiser cette chose, ce phénomène qu'est la mort, que de réussir à le nommer, à la nommer. Parce que, et là encore j'insiste, mais c'est vraiment le travail de la philosophie, que d'utiliser les bons mots pour éclaircir le sens des choses. Si on commence à mal nommer les choses, il y a de grandes chances pour qu'on ne les comprenne pas. Le troisième point, c'était il est parti au ciel. Et donc l'enfant regarde le ciel en se disant, voilà, il y a
il y a quelqu'un qui est là-haut, je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir lui parler. S'il prend l'avion, il va se dire, est-ce que je vais voir quelqu'un? Enfin voilà, là aussi, alors le ciel c'est différent parce que bien sûr ça renvoie aussi à une croyance. Et je trouve que c'est aussi une merveilleuse occasion, lorsqu'on parle de la mort avec les enfants, de faire la part des choses entre la réalité, entre les faits, la mort et toute la croyance. Et donc, s'il va relever de la foi qu'il y a derrière la mort de quelqu'un. Et donc, je trouve que ça peut être très intéressant et éclairant pour un enfant de dire « il est mort ». Mais nous croyons, parce que nous avons telle religion, que lorsque quelqu'un meurt, son corps reste ici, la matière de son corps disparaît, mais que son âme, son esprit va quelque part, et nous croyons que le paradis se trouve dans le ciel. C'est pas du tout pareil d'expliquer aux enfants ce que c'est qu'une croyance, de pourquoi pas lui faire lire un texte, que de dire il est monté au ciel. Lui tout entier, son corps, son âme, et puis on va l'apercevoir un jour. Voilà, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'important pour aider les enfants à apprivoiser, les enfants et pas que, à apprivoiser ce phénomène. Alors ça, c'est vrai qu'on en parle très très souvent. Il y a dans certaines cultures le principe des veillées mortuaires. En métropole, alors c'est vrai qu'on en faisait il y a encore quelques dizaines d'années, mais on n'en fait plus ou très rarement. J'ai le sentiment, encore une fois, qu'en retirant ce rituel à nous-mêmes et aux enfants, on s'est un petit peu surprotégé et peut-être empêché de nous construire une image de la mort un petit peu plus claire. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là ? Elle me fait vaciller, cette idée. Parce que lorsqu'on pense à la mort d'un proche et lorsqu'on pense à la façon dont nos enfants vont vivre à travers nous et pour eux cette mort, on a envie de les protéger. Et je ne sais pas dans quelle mesure, n'ayant pas moi-même connu ce type de rituel, il est souhaitable de voir le corps. Et je ne sais pas si j'aurais envie de proposer ça à mes enfants ou de les accompagner pour voir le corps de quelqu'un décédé. Même si effectivement je pense que ça aide à mettre des images sur la mort et c'est pas simple. Mais je dirais quand même que d'abord, lorsqu'on voit un corps, je trouve que parfois il n'a pas l'air mort. Parce qu'on l'a préparé, et donc à la fois il y a cette corps, cette matière, ce corps devant nous, et à la fois on hésite entre l'endormissement et la mort. Et donc je ne sais pas si vraiment on prend conscience de la mort à ce moment-là. C'est peut-être l'occasion d'un dernier adieu lorsque la mort a été soudaine, mais je n'ai pas vraiment d'avis sur le rituel en lui-même. En même temps que je pense que peut-être que, disons que si on réussissait à parler correctement de la mort aux enfants, comme on le fait depuis tout à l'heure, si on le faisait avec honnêteté, si on le faisait en confessant qu'on ne sait pas, en se disant qu'il y a des émotions et que ce n'est pas facile, et si ce travail-là de la parole était donné et offert à tout le monde, peut-être que le rituel de la mort aurait une raison d'être en tant que rituel, mais moins sur le fait de s'approprier l'idée de la mort. Comme on a du mal à parler de la mort avec les enfants, peut-être qu'en effet, ça pourrait, compenser, en tout cas permettre à l'enfant, à l'adolescent, une fois de plus, à l'adulte aussi. Les enfants ne sont pas des personnages particuliers par rapport à ce sujet, mais d'appréhender la mort autrement. C'est quand même une idée avec laquelle je suis un peu inconfortable à titre personnel. Oui, non, mais moi c'est pareil. Même si moi je l'ai vu, la mort quand j'avais 9 ans, et donc... on pourrait croire que ce serait moins inquiétant pour moi que pour quelqu'un d'autre, mais en réalité, non, c'est toujours quelque chose de difficile. Et on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si beaucoup de personnes dans nos sociétés aujourd'hui, dans nos sociétés dans lesquelles on est assez aseptisé, dans lesquelles on se protège de beaucoup de choses, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes. Si tu croises 100 personnes dans la rue et que c'est très très rare. Tu as déjà vu quelqu'un de mort, je pense qu'il y en a peu. À la télé, au cinéma, mais de façon avec un écran, avec une sorte de distanciation. Oui, c'est vraiment pas pareil. Moi, je sais que je chante aussi pour des cérémonies. Et quelquefois, ça m'arrive quand j'installe, alors c'est arrivé quelques fois, et c'est vrai que c'est des instants vraiment hors du temps, où j'installe toute ma sonorisation et je suis vraiment seul dans la salle, et des fois, le corps est déjà là, et avec le cercueil qui est ouvert. Et du coup, des fois, je suis une demi-heure, 1 heure à installer, et j'ai quelqu'un, très, très souvent que je connais pas, et qui est à quelques mètres de moi. Donc en fait, c'est très étrange, en fait. C'est vraiment très hors du temps. C'est quelque chose que tu disais très bien, c'est que les gens ne connaissent pas. C'est vraiment
un saut dans le vide, il y a vraiment un inconnu. Alors bon, petit à petit, je me suis habitué, mais c'est très étrange. En fait, tu sais même pas comment te comporter. Alors moi, je sais que je suis tellement dans le respect de ce temps-là que, tu vois, je pose mes pieds de micro, mais je fais tout doucement. J'ai super peur de déranger, quoi, tu vois, alors qu'il y a un côté un peu ridicule finalement, tu vois. Elle n'est pas censée, enfin elle ou il, enfin, c'est souvent des femmes où c'est arrivé. Et c'est très étrange, ouais. C'est un instant. Mais en fait, ça me fait mais qui ne me faisait pas non plus peur, quoi, tu vois. Et justement, enfin même je me suis surpris des fois à leur parler, tu vois, à dire bah ouais, qu'on va essayer de vous faire une belle cérémonie, tu vois. C'est vrai que tu rentres dans un truc et des fois tu te trouves un peu ridicule, tu vois, parce que tu as un côté, bon, enfin je vais lui parler, je parle mais au mort. ouais, c'est très très bizarre comme instant. Mais en même temps que tu dis ça, je pense que... Mais c'est beau. Oui, je pense que c'est beau. C'est un instant qui est très très beau. Une des idées importantes de la philosophie, c'est vraiment de... Alors il y a cette phrase très connue qui dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et je pense que philosopher, c'est apprendre à mourir peut-être, mais apprendre à vivre surtout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à mourir, mais ça veut dire que c'est important d'apprivoiser l'idée de la mort, de l'accepter. C'est présent dans beaucoup de philosophies, pour ensuite penser à autre chose. À Montaigne, il y a des pages magnifiques dans les essais sur la mort en disant, voilà, je veux continuer à allonger les effets de la vie, à vivre entre guillemets jusqu'à la dernière seconde. Et il dit, il y a un moment où il dit que la mort me trouve plantant mes choux, nonchalant d'elle, et plus encore de mon jardin imparfait. C'est-à-dire vivre jusqu'à la dernière minute, pas comme un affamé ou un assoiffé, en sachant que la mort existe, qu'elle va arriver. Et donc apprivoiser cette idée, tout en l'ayant apprivoisée, pensant à la vie plutôt qu'à la mort en permanence. Et effectivement, peut-être que le fait de côtoyer davantage de morts nous fait prendre conscience de la valeur de la vie. Je suis intervenue il y a peu de temps dans un hôpital gériatrique. J'avoue que j'étais inquiète d'aller là-bas. C'était la première fois, j'y suis allée plusieurs fois. La particularité d'un hôpital gériatrique, c'est qu'en fait, tous les gens qui en sortent morts. C'est un hôpital dont on ne sort pas vivant. C'est très très inquiétant. Ouais. Donc c'est vrai que moi, c'était la première fois que j'allais dans un lieu comme ça. Parce que d'habitude, on va à l'hôpital pour se soigner, et quand on sort de l'hôpital, on est soigné, on ressort vivant. Et là, je savais que, et on me l'avait dit, et quand même c'était une idée avec laquelle j'avais du mal, que toutes les personnes qui sortiraient de cet hôpital sortiraient les pieds devant, en fait. Et j'ai rencontré des personnes âgées pleines de vie, avec plein de choses à raconter, qui n'étaient pas attendant la mort, voilà, et qui avaient plein de choses à raconter tant qu'elles étaient vivantes. J'ai trouvé que c'était une expérience vraiment étonnante pour moi, parce que néanmoins malade et sachant bien sûr l'issue. Et je discutais avec une des personnes qui est responsable de la médiation culturelle dans cet hôpital, c'est à l'hôpital des Charpennes à Lyon, et qui me disait aussi que c'était néanmoins important d'accueillir l'envie de mort de certains patients. Et que ce n'était pas évident. Certains patients, la patiente qui est là depuis le plus longtemps, elle était là depuis 12 ans. C'est énorme. Pas assez d'autonomie pour pouvoir rentrer chez elle ou vivre dans une maison pour personnes âgées, obligée de vivre à l'hôpital, mais à l'hôpital depuis 12 ans. Et elle me racontait que certains patients, à un moment donné, appelaient la mort, quoi. Et pas dans une complainte terrible, mais juste de dire, voilà, c'est le moment, en fait. C'est le moment pour moi, je suis fatiguée. Oui, de manière très sereine. De manière très sereine. Et elle me racontait que... il y avait des comédiens qui étaient intervenus dans ce service, alors que parfois le personnel soignant ou sa famille avait du mal à accueillir cette demande de mort, les comédiens, eux, s'en étaient emparés et avaient dit « Vous voulez mourir ? Bon, on va appeler Dieu. Allô Dieu ? Bon, alors là, on a une patiente. Quelle chambre ? Vous êtes quelle chambre ? La 112. Alors, elle veut mourir, on vous la passe. C'est Dieu, dites-lui ce que vous voulez. » Et c'était... elle est rentrée dans ce... Ouais, dans cette petite scénette, en disant « Je suis fatiguée maintenant, je veux mourir, j'aimerais bien que ce soit le moment pour moi. » Ah, ça devait être tellement fort. De façon très sereine. Alors, on me l'a raconté. Oui, mais ça devait être... Mais voilà, je me dis, oui, c'est important par rapport à ce que tu disais sur le fait de veiller des morts ou sur ces rituels. Peut-être que, bien sûr que c'est inquiétant, mais c'est aussi important de l'apprivoiser, d'en être capable, de savoir que ça existe, pour
penser à la vie ensuite et se dire, bah voilà, moi quand je sortais de cet hôpital, j'étais un peu, j'étais un peu vacillante, un peu bouleversée, très vivante. Ouais. Je sortais de l'hôpital, je respirais l'air du dehors et je me disais, bah voilà. Ouais, ah non mais clairement, enfin moi de plus en plus, c'est vrai que tous les gens qui me connaissent savent que je suis très très positif, plutôt lumineux, que je déconne assez souvent, tu vois. Et donc en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse. Et c'est vrai que c'est la face cachée de la vie, quoi. Et que finalement, moi je sais que plus je côtoie la mort, et plus je trouve que la vie est merveilleuse, incroyable. C'était Jean d'Ormesson qui, lors d'une interview radiophonique, je crois, avec son œil rieur et sa voix éclatante, avait dit, enfin un journaliste le questionnait sur son grand âge et sur la vieillesse, et puis au bout d'un moment il dit au journaliste, mais est-ce que vous savez pourquoi nous mourrons? Et donc le journaliste, on sent qu'il a l'impression qu'il va avoir un scoop, quoi, qu'il va avoir... Et Jean d'Ormesson lui dit, mais parce que nous vivons. C'est aussi simple que ça. Et je trouve que c'est important, une fois de plus, l'idée, c'est pas de mouliner cette idée en permanence dans la tête, comme des exercices spirituels. Et il y a peut-être des façons de le faire, y compris dans la philosophie, qui sont exagérées. Ce que dit Montaigne, je trouve que c'est très juste. C'est l'apprivoiser, l'accepter pour ensuite passer à autre chose, penser à autre chose et notamment penser à la vie. La question de la philosophie, c'est pas comment est-ce qu'on fait pour bien mourir, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien vivre. Oui, c'est ça. Oui. Et entre autres, pour bien vivre, il faut que l'idée de la mort soit quand même présente. En même temps qu'elle l'est, nous sommes conscients de notre finitude. Peut-être que certaines autres espèces vivantes aussi, mais en tout cas, pas de façon aussi consciente que nous et pas depuis aussi longtemps pas pendant aussi longtemps que nous. Donc, en fait, ça fait partie peut-être du bien vivre. Tu en témoignes, de se dire, en fait, on sait qu'on va mourir. Mais c'est vrai que cette question du journaliste, moi, je pense que la vraie question qui est derrière, c'est pourquoi est-ce que nous vivons, en fait C'est plutôt cette question qui fait peur aux gens. Mettre du sens à sa vie est tellement pas simple, finalement. Alors ça, c'est aussi une très grande question de la philosophie. On disait que nous sommes conscients de notre finitude et nous sommes conscients de notre contingence, c'est-à-dire du fait que nous n'aurions pu ne pas naître. Et donc, conscients de notre contingence, nous n'aurions pu ne pas naître. Nos parents auraient pu ne pas se rencontrer. Cet ovule et ce spermatozoïde. Quand on a des frères et sœurs, pourquoi moi? Pourquoi moi en premier? Pourquoi moi en deuxième? Et tout simplement, pourquoi moi? Et en plus, nous allons mourir. Et effectivement, là, l'absurdité de la vie surgit. Et ça aussi, il y a beaucoup de philosophes qui se sont penchés sur ce problème-là, sur cette absurdité-là. Et la meilleure réponse qu'on peut y apporter, c'est encore une réponse de Montaigne qui dit « j'aime la vie ». Trouver du sens à la vie parce que fondamentalement, elle n'en a pas. Et donc, se dire « puisque je suis là », et on ne sait pas pourquoi, puisque je vais mourir, et on ne sait ni pourquoi ni comment, enfin pourquoi, mais en tout cas, on ne sait pas comment je fais pour faire de cette absurdité qui est aussi une chance, de cette chance qui est aussi une absurdité, quelque chose de bien. Et quelque chose de bien, eh bien, c'est là où toute la philosophie s'invite aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une vie bonne? Est-ce que c'est une vie bonne pour moi? Est-ce que c'est une vie de plaisir? Est-ce que c'est une vie de divertissement? Est-ce que c'est une vie consacrée au bien commun? Est-ce que c'est un peu les deux? Comment je fais pour que, n'ayant pas choisi d'être là et sachant que ça va se terminer un jour, comment je fais pour que ce que je fais, pour que chaque jour, ça soit un bon jour? Oui, c'était une belle question. Alors ça, c'est une question un petit peu plus sur l'actualité. Enfin, je trouve que ça a un petit peu changé et ce qu'on entend, soit aux infos, même sur Internet, c'est vraiment une question, autant pour les enfants que pour les adultes. Aux informations, on annonce les morts aujourd'hui par milliers, des fois par dizaines de milliers, qu'il s'agisse soit de la guerre ou du Covid, comme on a connu. J'ai le sentiment aussi qu'on a oublié que derrière chaque unité annoncée, c'était une vraie vie, c'était une personne. Et que derrière chaque unité, il y avait une vie qui s'était arrêtée. Et donc, évidemment, toute une famille endeuillée derrière cette réalité. Quelle influence cela peut-il avoir sur notre rapport à la mort, justement, de noyer finalement ces masses de gens qui meurent avec des réalités très, très uniques? Est-ce que ça a une influence ou pas sur le rapport qu'on a de la mort? Je ne sais pas si ça a un rapport. En revanche, je dirais que dans ta question, il y a plein de choses qui me viennent. D'abord, mourir, c'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'une vie. Les autres continuent de vivre.
Et donc, c'est important, quand on essaie justement de mettre au jour le concept de la mort, de comprendre la mort en général, mais de comprendre effectivement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas tous en même temps. La mort, c'est toujours la mort de quelqu'un, d'une vie. Et elle nous touche lorsque c'est une vie, elle nous touche au sens de l'humanité. Voilà, l'idée de la mort de quelqu'un est toujours une idée qui vient nous toucher dans cette altérité qu'on entretient avec l'humanité, avec le vivant même, mais elle nous touche à plus forte raison lorsque c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a échangé, dont on a voilà, avec laquelle on a des souvenirs, le timbre de la voix, l'odeur, la présence dans la maison, c'est pas du tout la même chose. Et donc on ne peut pas nier que c'est pas la même chose. En revanche, je dirais que moi, ça me pose un vrai problème par rapport à la place de l'information et à la façon dont l'information est traitée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déshumanisation, en effet, de distanciation, de mise à distance en fait de ce phénomène de la mort. Et on parlait du fait qu'on avait parfois du mal déjà dans une sphère intime privée à en parler facilement. Alors quand c'est derrière l'écran de fumée, c'est encore plus mis à distance. Et donc je dirais que je pense qu'il y a une forme de responsabilité de l'information, celui qui diffuse l'information, non seulement qu'il la diffuse, mais qu'il la fabrique. Dans ce discours-là, comme tu dis, de mort par milliers, en même temps qu'on va reprocher à certains journalistes lorsqu'ils montrent, et parfois la mort d'une personne, j'ai des images en tête qui ont fait scandale, de faire commerce de quelque chose qui ne devrait pas finalement être traité de cette façon-là. Je pense que c'est vraiment un sujet difficile, mais je dirais que cette distanciation, ces morts par milliers, font partie aussi de ce à quoi il faut être vigilant par rapport à l'information. Je passe beaucoup de temps avec les enfants à parler de ce que c'est que l'information, de qui la fabrique, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi c'est utile, de la place qu'ils ont eux à y jouer quand ils vont chercher une information. Et donc je dirais que prendre conscience effectivement qu'il y a du sensationnalisme, que la mauvaise nouvelle fonctionne mieux que la bonne, ça fait partie de ce qu'on essaie de développer chez les enfants quand on parle d'esprit critique. Et je dirais enfin que il y a toujours eu des morts par milliers. C'est ce phénomène d'amplification, cette caisse de résonance qui est offerte par les médias aujourd'hui, nous fait perdre de vue le côté très unique de la mort. Lorsqu'on vivait dans un village ou dans une ville et que... oui, c'est un événement. C'était un événement, on allait soutenir la famille parce qu'on la connaissait. Aujourd'hui, on peut faire des dons à des associations humanitaires pour aller aider les enfants qui souffrent de la guerre. Kilomètres, oui. Mais c'est vrai qu'on n'a plus ce rapport-là, qui est un rapport aussi charnel, intime à l'individu. Et je pense qu'il faut être vigilant aussi au fait que l'information devient un divertissement. Et donc il faut avoir toujours, c'est pour ça que ta question est intéressante, et puis on parlait tout à l'heure de la capacité à s'étonner, mais se dire, mais tu te rends compte qu'il y a des milliers de morts qui sont annoncés tous les jours à la télé et ça fait plus rien à personne. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ce phénomène de se dire, mais... Cette banalisation, et non seulement... Voilà, il y a de la banalisation, il y a de la déshumanisation, il y a de la distanciation excessive, mais il faut aussi prendre en compte, j'en parlais aussi récemment avec des enfants, sur cette infobésité qui fait qu'à un moment donné, on finit par fermer les écoutilles parce que c'est plus supportable d'avoir autant de nouvelles qui nous arrivent dans tous les sens. Et donc je dirais que pour moi, c'est pas que ça traite pas de la mort, toutes ces informations, mais je pense pas que ce soit la bonne porte d'entrée pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle. C'est un peu provoquant ce que je vais dire, mais ça ressemble plus à du divertissement c'est du sensationnalisme. C'est vulgaire, mais c'est vulgaire parce que ça fait... Oui, ça fait vendre, on va dire, enfin, si on va vite. Oui, alors, non, parce que le nombre de morts qu'il y a qu'en France, avec... il y a en moyenne 660 000 morts par an en France. C'est la moyenne, les chiffres ne bougent pas beaucoup, tu vois. C'est beaucoup, en fait. Donc, avec tout un tas de causes. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas au fait de ça, mais c'est vrai que mettre un coup de projecteur justement pour quelque chose de sensationnel. Et moi, je sais qu'alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas de télé depuis 15 ou 20 ans, donc, mais malgré ça, que ce soit à la radio, sur Internet, tu avais durant le Covid vraiment ce truc de dire aujourd'hui 1000, et puis demain 1200, 1300. Enfin, il y avait une espèce de truc un peu morbide qui s'installait de dire t'en as eu que 500 aujourd'hui.
Donc c'est vrai que je trouve que ça amène justement, ouais, c'est ça, une banalisation. Est-ce que, moi, le fond de ma question, c'était aussi, est-ce que les enfants, ils accueillent ces informations-là? Est-ce qu'ils en parlent ou finalement ça passe dans le flux du reste en fait? Ou alors, est-ce que de temps en temps ça les choque ou ça les inquiète? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas parlé spécialement du nombre de morts avec les enfants. On a commencé cette conversation en se disant que c'était normal de mourir. Donc, après, la quantité, les phénomènes de guerre, tout ce dont on entend parler en ce moment, mais je ne sais pas répondre à cette question sur ce que cette quantité pourrait... Induire en fait sur le concept même. Oui, c'est ça. Mais j'ai appris, parce que j'ai écouté la vidéo que tu m'as envoyée, qu'il y avait 600 000 morts à peu près en France chaque année. Et c'est vrai que c'est un chiffre que j'ignorais. Donc peut-être que si on avait ce genre d'informations, ça nous permettrait de prendre conscience, de relativiser certaines choses. Voilà. C'est bien ni pas bien, c'est comme ça. Mais autant que les naissances, quoi, il y a un équilibre qui se fait. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait surpris la première fois que j'ai vu ce chiffre-là. Et je dirais peut-être que... c'est une bonne idée pour justement mieux appréhender ce phénomène parfaitement normal. Ce serait une bonne idée de connaître davantage les chiffres, et pas les chiffres par maladie, les accidents de la route, les ceci. Juste le chiffre global, peut-être par tranche d'âge, mais le fait, c'est vrai qu'on n'a pas de repères. On connaît la population d'un pays, mais on ne sait pas forcément combien il y a de naissances par an ou combien il y a de décès par an. Alors on le sait, si on cherche, on trouve. Et puis il y a des courbes de la population, les populations vieillissantes. Puis c'est qu'est-ce qu'on en fait, ces chiffres-là, quoi. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense pas, en tout cas les enfants que je côtoie m'en ont pas parlé. Alors après, c'est aussi des conversations qui ont lieu en famille, hein. Notamment, ça dépend aussi de la consommation de médias de la part des parents ou de l'enfant lui-même. Mais s'il a accès par l'intermédiaire de tablettes ou d'écran à quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils en font. Alors chez Messangel, nous parlons évidemment de tous les sujets qui gravitent autour de la mort. Et pourtant, c'est vrai qu'on en parlait, tous nos intervenants sont souvent des gens très très vivants, très vibrants. Est-ce que pour toi, parler de la mort empêche de vivre pleinement sa vie? Non, pas du tout. Et une fois de plus, c'est pas mon sujet de prédilection. Mais non, je suis complètement. Je dirais que c'est même l'inverse. Alors ça, là encore, beaucoup de philosophes le disent, prendre conscience de sa finitude et du fait qu'on va mourir, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, pour profiter de chaque jour et pas profiter au sens d'une jouissance uniquement faite de plaisir, mais simplement avoir conscience que ce temps qui t'est donné, il y a quelque chose à en faire, parce que ça ne va pas durer toute la vie. J'ai parfois l'impression que l'humanité se comporte de façon paradoxale. On sait tous qu'on va mourir et la plupart d'entre nous comportons comme si on était immortel. Mais même parfois, je l'observe dans mon entourage, parfois je vois des hommes et des femmes qui n'ont pas prévu comment ça allait se passer après eux. Or, quand un de nos parents disparaît, c'est quand même drôlement bien d'avoir prévu ce qui va se passer. Ça évite des conflits dans les fratries, ça évite ça simplifie les choses parce qu'on applique la volonté de celui qui est décédé. On peut aussi accueillir ce deuil en n'étant pas dans le souci ou l'anxiété d'une organisation qui aurait été tout simplement pas traitée. Et donc, je suis toujours étonnée. Alors évidemment, moi j'ai 45 ans et pour l'instant j'en ai pas du tout parlé, donc je me dis il faut que je me l'applique à moi-même, comme si j'avais le temps. Alors peut-être que je ne l'ai pas, peut-être que je vais mourir tout à l'heure. Voilà, donc c'est vrai que ça serait intéressant que je m'en occupe aussi pour moi, mais en tout cas, il y a ça me fait penser à des tas de conversations que j'ai pu avoir avec des proches où on a l'impression que si on en parle, ça va arriver. Et je trouve que ça, c'est très étonnant. Je prends pas un plaisir pervers à parler de la mort du matin au soir ou du soir au matin. C'est pas du tout quelque chose auquel je pense à chaque minute. Mais pour autant, j'y pense régulièrement, comme un état de fait, et sans que ça vienne entamer quoi que ce soit, ni je crois, de mon énergie de vie, de mon envie d'avoir des projets. Il y a des choses qui vont venir entamer mes projets, par exemple. Si je manque de confiance en moi, si j'apprends une nouvelle triste, si j'ai un être cher qui va s'installer à l'étranger et je sais que je ne vais plus le voir, ça va
ça va me plomber. Mais penser à la mort, non. Vraiment. Et puis c'est vraiment un phénomène sur lequel tu peux pas grand-chose en fait. Non, justement. Simplement savoir que ça va arriver donne, d'abord, une fois de plus, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de cette conversation, mais nous mourrons parce que nous vivons. En me disant à l'inverse, si nous étions immortels, la vie aurait moins de valeur, entre guillemets. Ou alors ça voudrait dire que nous sommes des objets inanimés. Les enfants prennent parfois l'exemple des fausses fleurs. Bon, une fausse fleur, elle ne meurt jamais. C'est pas une vraie fleur, elle n'est pas vivante. Donc elle n'a pas de parfum, elle ne change pas de couleur au fur et à mesure qu'elle... D'abord, elle n'a pas d'éclosion, puisqu'elle est faite déjà ouverte. Elle est moins vibrante aussi. Oui, et puis quelque part, on a moins envie de la regarder, d'en profiter. Quand on a une rose qui va éclore ou qu'on a un bouquet de fleurs, on en profite parce qu'on sait que la semaine prochaine, la rose, elle ne sera plus là. Et donc, alors que ce n'est pas le cas des fausses fleurs, évidemment. Donc je dirais que ça ajoute de la valeur à la vie que de le savoir, d'y penser, sans pour autant que ça soit l'unique chose à laquelle je pense. À nous, tu vois, chez Messangel, on a, à force de travailler sur notre communication, parce que c'est tellement un sujet qui est complexe, on a vraiment cette phrase qui est venue petit à petit, qui est « Si demain je n'étais plus là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire à mes proches ?» Donc en fait, c'est vraiment finalement, c'est devenu une très grosse question, donc qui induit ce que tu disais, le fait de dire oui, si demain j'étais plus là, j'aimerais ça pour ma cérémonie, j'aimerais transmettre ce vêtement-là, j'aimerais tout un tas de choses, et c'est vrai que c'est plein de petites ou de grosses questions. Et puis évidemment, grâce à la technologie qui est moderne de maintenant, on a rajouté cette dimension de pouvoir dire, je voudrais de mon vivant penser un message, que ce soit en vidéo, en audio ou en texte, qui serait envoyé à mes proches que je souhaite accompagner pour ce temps-là, quoi. Donc en fait, et c'est vrai que nous, moi ça a été vraiment les prémices de Messangel, c'est vraiment comme j'ai accompagné des gens dans ce temps-là et que des gens me disaient j'ai gardé son dernier message sur mon téléphone et qui est souvent un message qui n'est pas super, quoi, tu vois. Moi, je suis passée prendre le pain, chérie, donc c'est bon, j'arrive dans 10 minutes. Oui, c'est vraiment ça, mais du coup, ça raconte rien, mais ça devient ultra précieux, tu vois, parce que les gens, ils veulent le sauvegarder, etc. Donc moi, c'est vraiment cette idée-là qui m'a travaillé. Je me suis dit, mais si on avait la chance, et maintenant, je pense qu'on peut le faire, d'enregistrer quelque chose à destination d'un conjoint ou d'un enfant, pour lui souhaiter tout un tas de trucs, je me suis dit, mais ça serait incroyable. Alors c'est vrai qu'on avait eu quelques prémices dans des films un peu d'anticipation. Tu as quelques héros qui savent qu'ils vont mourir parce qu'il y a une comète qui arrive ou leur vaisseau va se scratcher. Et du coup, il y a un peu ce réflexe en fait à la technologie de dire, allez vite, je m'enregistre une capsule vidéo. Et puis comme ça, s'ils la trouvent, ils pourront savoir que je les aimais, etc. Et du coup, là, c'est vrai que sur Messangel, on l'a matérialisé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Moi, c'est vrai que c'est vraiment peut-être ce qui m'anime le plus, c'est de savoir que potentiellement, dans quelques années, on aura plein de petites capsules vidéo prêtes à être envoyées au cas où il nous arrivait quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose où je me dis, je trouve ça tellement dingue de savoir qu'il y a un grand-père dans son potager justement qui s'est filmé en train de dire un petit mot pour son petit-fils, pour lui dire de vivre plein de choses, de lui dire qu'il l'aime, etc. Je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que d'un point de vue philosophique, ça te parle ou qu'est-ce que ça provoque quelque chose, cette nouvelle façon de transmettre, on va dire? En fait, je crois qu'on peut être inquiet de sa propre mort et on peut aussi être inquiet de ceux qui vont rester après nous. Et ce qui est intéressant dans ce que tu proposes, c'est qu'en effet, sans que ça empêche l'événement d'avoir lieu, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse laisser quelque chose à ceux qui vont rester après nous, ce message. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, je pense que la notion on dit souvent que même si la personne est morte, il y a des choses qui restent vivantes, et notamment l'amour, le souvenir. Papy est mort, mamie est morte, papa, maman, mais l'amour que tu ressens pour cette personne qui est décédée, il est bien vivant. Le souvenir, tu le convoques. Moi, j'ai très peu connu ma grand-mère et je me demande dans quelle mesure je ne l'ai pas un peu idéalisée parce que finalement, j'avais 9 ans, j'ai très peu de souvenirs. Le choc a ancré quelque chose de ça, puissant c'est sûr. Aussi, ouais. Mais je vous assure qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'y pense. J'ai 45 ans, ça fait des années que je lui parle. Donc, elle est vivante dans une certaine mesure. En tout cas, elle est bien morte.
et je suis tout à fait lucide sur le fait qu'elle est morte, mais elle est vivante, en tout cas son souvenir l'est, ce que j'ai probablement construit et fantasmé d'elle l'est aussi, et l'amour que je lui porte aussi. Et c'est pas l'amour que je lui portais, c'est l'amour que je lui porte. C'est bien quelque chose de vivant et de présent. Donc je trouve que ça, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à discuter aussi quand on parle de la mort. Tout ne meurt pas. Et puis je dirais que cette notion de transmission, tu parlais de la capsule, du message qu'on a envie de laisser, de la veste qu'on a envie de donner, je pense que c'est assez universel. Il me semble que voilà, dans les familles, dans les lignées, dans les amitiés, on se laisse des choses pour quand on va mourir. Ce qui est intéressant, c'est une fois de plus d'en parler et puis de pouvoir le laisser sous des formats différents. Parce que pour dire les choses, là encore, de façon assez simple, mais le corps meurt, l'âme peut-être pas. Il y a des philosophes, d'ailleurs, il suffit pas, on n'est pas toujours dans la croyance, hein, il y a des philosophes aussi, quand on parle de métempsychose, c'est le passage d'une âme de corps en corps, et en fait, voilà, l'âme est immortelle. Bon. Mais le corps meurt. Et qu'est-ce qui meurt avec le corps ? Tout ce qui touche au corps, c'est-à-dire la douceur de la peau, le timbre de la voix, la brillance d'un regard. Et donc évidemment que d'imaginer pouvoir réécouter la voix de quelqu'un qui est mort, c'est quelque chose qu'il y a quelques années on ne pouvait pas imaginer. Enfin, en tout cas, voilà, depuis la vidéo. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose de peut-être j'allais dire de rassurant, quelque chose qui peut être une forme de soulagement, qui peut être un accompagnement. Oui, parce qu'on a peur d'oublier, moi je sais que quelquefois, qu'on a de plus en plus soit des photos, soit des vidéos de gens qu'on a perdus. Mais c'est vrai que pour moi, le fait aussi de faire un message, par exemple face caméra, qu'on adresse à quelqu'un, tu vois, tu n'as pas du tout la même intention de regard parce que tu dis, tiens, pour mon petit-fils, pour ma fille, pour l'amour de ma vie, c'est différent, l'intention et l'intensité de faire un message pour quelqu'un plutôt que de retrouver la vidéo d'une grand-mère lors d'un anniversaire ou d'un Noël, tu vois, c'est la puissance du message, je trouve, est pas la même. Enfin moi, c'est pareil, j'ai perdu ma grand-mère, j'étais un petit peu plus âgé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que je mettrais une valeur très très haute à un message de ma grand-mère qu'elle aurait fait pour moi. J'aurais ce truc-là, ça serait incroyable. Ouais. C'est vraiment quelqu'un que j'adorais. Et je me dis, si j'avais la chance d'avoir un message qu'elle aurait fait que pour moi, tu vois, il aurait une valeur dingue en fait, sans me dire d'un côté très morbide, je vais le regarder tous les jours, tu vois, mais rien que de savoir qu'il est là, que quand j'ai un petit coup de mou, que je pense à elle ou que je sais pas, j'ai un truc important dans ma vie, et ben de savoir que j'ai un accès à ça, je trouverais ça tellement chouette, quoi. Mais alors j'ai une question, on inverse les rôles. Vas-y, mais en fait, c'est un échange, quoi. En fait, je me dis, pourquoi on ne le fait pas ? Je te dis ça parce que j'ai un ami qui a interviewé ses grands-parents. Il a fait ça il y a plusieurs années, donc il n'avait pas forcément de téléphone, il avait une sorte de petit dictaphone, cassette, voilà. C'était des audios. Et en fait, il s'asseyait en face d'eux et il leur disait, alors c'était comment quand tu étais petit ? Tu jouais à quoi ? Tu étais habillé comment ? Est-ce que tu discutais avec tes parents ? Voilà. Vidéos, quoi. Et alors, le message, c'était pas destiné à son petit-fils quand il serait mort, mais il a des heures d'enregistrement de ses grands-parents. Mais ce qui est génial, et on entend sa voix, et on entend la voix de ses grands-parents, qui parfois rient de ses questions. Et donc, je me dis que, bien sûr qu'il y a l'idée de laisser quelque chose après la mort, spécialement destiné à la personne, et dont on sait que ce sera écouté post-mortem. Mais il y a aussi les traces qu'on a envie de... D'abord, il y a aussi le présent qu'on a envie de construire avec ces personnes dont on sait qu'elles vont mourir. Et une fois de plus, gardons bien en tête que la logique voudrait qu'elles meurent avant nous, mais c'est même pas sûr. Et donc l'idée, c'est de se dire, ces conversations, ce temps consacré, cette façon de discuter avec quelqu'un qu'on aime en mettant nos yeux dans les siens pour que ce moment-là ait de la valeur. Et pourquoi pas l'enregistrer, mais en tout cas, de ne pas se passer de ces moments-là de transmission qui vont s'arrêter. Pour moi, ça, c'est la même énergie que faire son Messenger, et c'est complètement quelque chose de compatible, tu vois. Si tu fais une espèce de courbe qui est comme ça, en forme de cloche, où le point culminant, c'est la mort de quelqu'un,
pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un vrai truc à travailler pour se préparer à la mort de quelqu'un et comment ceux qui restent, ils retournent à leur vie dans la meilleure énergie possible, tu vois. Et pour moi, ce dont tu me parles, c'est plutôt en amont, c'est que je capture ce truc-là parce que ça fait partie de la vie qu'on a partagée. En revanche, le message qu'on peut laisser pour ceux qui restent, tu vois, je trouve qu'il n'a pas la même saveur. C'est je vous livre ça pour que vous appreniez le mieux possible à vivre sans moi, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression qu'au contraire, que les deux sont compatibles. De temps en temps, je vais sur le souvenir, parce que je trouve que c'est génial de voir son grand-père et sa grand-mère qui disent des bêtises et qui rigolent, ou qui racontent un souvenir, etc. Et faire son Messenger, pour moi, c'est vraiment, c'est quelle intention, enfin, je le vois vraiment comme un nouvel outil. C'est pour ça que je te pose la question, en tant que philosophe, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Parce que c'est quelque chose quand même qui est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, finalement. Cette possibilité de dire, si demain j'étais plus là, qu'est-ce que je vais donner comme outil à ceux qui restent pour qu'ils retrouvent leur vie le mieux possible, tu vois? Mais en fait, je pense que c'est nouveau dans la forme. Je suis pas sûre que ce soit nouveau sur le fond. C'est-à-dire que combien de lettres on a trouvé, voilà. Écrire, etc. Alors là, bien sûr, ce qu'on disait sur le corps, la voix, le fait d'être filmé, de pouvoir le regard. Voilà. Mais en tout cas, la volonté de transmettre, de dire voilà, quand je serai morte. C'est naturel finalement. C'est assez naturel. Et je trouve que là aussi où c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait de la mort, c'est que les personnes qui font ça sont probablement des personnes qui sont en paix avec l'idée de mourir. Ça a une résonance très très forte. Ce que j'ai vraiment de plus en plus, quand on rencontre les gens, c'est vrai qu'on voit que faire son Messenger, c'est quelque chose que tu laisses pour ceux qui restent, mais c'est aussi une forme de préparation et d'acceptation avant l'heure qu'un jour tu ne seras plus là en fait. Et moi je sais pour le vivre, tu vois, j'ai mon papa qui est malade, qui a un cancer, il s'est retrouvé dans les soins gériatriques, et on a eu la chance, il en est sorti. Et ce qui est pas si souvent, mais en tout cas, on a eu une vraie crainte. Oui. Moi, j'ai très très souvent, quand j'allais le voir, vu des personnes qui sortaient sur le lit qui roule avec le drap qui est remonté. Et c'est vrai que c'est pas des... Bon, ça t'amène pas un signal très très, très positif. Mais c'est vrai que mon père, tu vois, par exemple, et comme plein de gens, c'est plutôt quelqu'un c'est un taiseux par rapport à toutes ces questions-là. Et je sais que du coup, il est pas facile à accompagner parce que lui-même est pas du tout au clair avec ça. Donc en fait, il rayonne quand même pas mal de crainte, de peur, et ce qui est bien normal. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que faire son Messenger, c'est aussi ça. C'est quelque part, je commence à me poser quelques questions. Je pense que c'est un vrai cadeau à faire aux autres, mais aussi un vrai cadeau à se faire à soi-même, finalement. Ça ne veut pas dire que c'est simple de mourir ou de souffrir ou d'être malade, hein. C'est pas la question, mais j'ai l'impression que le fait d'être dans une espèce de flou philosophique par rapport à tout ça, on se rajoute une couche de souffrance qu'on pourrait retirer déjà pour soi-même et pour ceux qui accompagnent en fait. Moi j'ai vraiment le sentiment que quelqu'un qui commence à faire son Messenger, qui se pose des questions, qui en parle, qui prépare des messages, etc., sera quelqu'un de plus facile à accompagner jusqu'à la fin en fait. Et que du coup, je trouve ça plutôt salvateur pour tout le monde de se préparer quelque part. Mais moi je partage cette conviction avec toi. Et en t'écoutant parler, je sais aussi que cette approche assez sereine de la mort qui n'est pas totalement dénuée de crainte et bien sûr, mais quand même voilà, cette acceptation, cette façon de l'avoir apprivoisée, qui me ressemble, qui te ressemble et qui nous fait du bien, qui est en ce qui me concerne une démarche qui est éminemment philosophique et que je suis pas née avec le gène du philosophe, mais il se trouve que c'est ce qui me convient le mieux et c'est ce que je sais faire le mieux, de voir ça avec lucidité. Il vaut mieux, il vaut mieux une vérité difficile qu'une fausse joie. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'il faut aussi accepter, et c'est sans doute ça qui est difficile, que tout le monde ne voit pas les choses comme nous, que ce ne soit pas si simple pour tout le monde d'en parler, de l'aborder. Tu disais à l'instant, c'est se faire un cadeau à soi-même, à condition qu'on le vive
vivent comme un cadeau. Parce qu'en fait, pour certains, c'est même impensable. Voilà, moi j'ai souvenir d'une personne dans mon entourage qui est une personne pleine de vie, qui a accompli des tas de choses dans sa vie, etc., mais qui se mettait dans une colère noire quand on commençait à parler de la mort. On ne parle pas de la mort comme ça pour se faire plaisir, mais voilà, lorsque on approche un petit peu le sujet. Lorsque le sujet s'invite, un peu de façon fortuite dans nos conversations, voilà, et ça le mettait vraiment en colère. Il n'y avait pas moyen de se dire, mais attends, c'est pas parce qu'on en parle que ça va arriver. En tout cas, ça va arriver, mais ça va arriver à tout le monde. Il n'y a pas d'histoire de cause à effet entre le fait d'en parler, de chercher justement à l'appréhender un petit peu, à se familiariser avec elle, parce que de toute façon, elle va arriver. Ah non, c'était inacceptable. Donc, le travail que tu fais, le travail que je fais, et qui te convient, qui me convient, c'est aussi, je pense que c'est important à la fois d'essayer de faire entendre à ceux qui nous écoutent notre point de vue par rapport à ça et la conviction profonde qu'est la nôtre que ça fait du bien, mais à nous aussi d'entendre que c'est un sujet qui n'est pas abordable pour certaines personnes, qui néanmoins vont mourir, qui ne peuvent pas l'ignorer, mais qui ne sont pas prêtes, qui ne savent pas. Voilà. Et ce n'est pas seulement qu'il leur manque des outils et que toi et moi, on pourrait leur apporter des outils, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus infranchissable, une barrière en eux qui fait qu'ils n'iront pas. Et je ne sais plus quel philosophe disait, parce qu'on dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, cette fameuse citation dont on a déjà parlé. Et il dit, finalement, philosopher, c'est moins apprendre à mourir, parce qu'en gros, on va y arriver. Mourir, on va y arriver d'une façon ou d'une autre. Et donc l'idée, c'est moins d'apprendre à mourir, ça, on va le faire. C'est d'accepter. Que d'apprendre à vivre avec cette idée. Et voilà, c'est tout ça le paradoxe, en fait. On ne peut pas apprendre à mourir, on ne s'entraîne pas à mourir. La formule, elle est jolie. Exactement, mais elle n'a pas un réel sens. Et en plus, elle est connue. Donc, mais voilà, apprendre à mourir dans le sens se familiariser avec l'idée de la mort pour ensuite vivre. Oui, mais c'est vrai que moi, je sais que c'est vraiment une très belle question. Et plus on avance avec les personnes sur ce sujet-là, plus je pense que préparer l'après est aussi important que l'avant, en fait. Enfin, moi pour le vivre, je trouve que c'est un vrai sujet de devoir accompagner quelqu'un qui n'a pas encore accepté cette idée-là. C'est super dur. Pour les accompagnants aussi. C'est vraiment très très dur. Surtout quand toi-même tu as déjà fait un gros travail sur ça, moi j'ai accepté qu'un jour j'allais mourir. Ça me fait pas plaisir, je suis marié, j'ai des gamins, tout va très bien par rapport à ça. Et évidemment que cette idée-là ne m'enchante pas, mais je l'ai acceptée. Donc, et du coup c'est encore plus dur pour moi d'accompagner quelqu'un qui lui ne l'accepte pas alors qu'il est beaucoup plus près dans la logique de partir que moi, en fait. Accepter l'idée de la mort, c'est seulement accepter la réalité de la vie. On n'a pas le choix. En réalité, on n'a pas le choix. Et c'est pas pour autant qu'on y consent ou qu'on en a envie. C'est bien la différence. Et c'est d'ailleurs ce qui est parfois ce que j'entends quand on parle de la mort, c'est comme si on avait envie, c'est comme si on trouvait ça génial. Oui, c'est ça, alors que non, pas du tout. Au contraire. Pas du tout envie de mourir. Mais en toute lucidité, on ne peut pas envisager une autre issue que celle-ci. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose d'intéressant aussi chez les enfants, je crois qu'on en avait parlé, mais quand je leur dis, quand on parle d'immortalité, ça leur fait pas du tout envie. Ça ne leur fait pas envie. Ils disent non, mais moi je veux pas être immortel. Alors pour différentes raisons qui sont liées à l'écologie, à la surpopulation, au fait qu'il faut bien que les méchants meurent aussi, au fait que si eux étaient immortels, alors il faudrait que tout le monde le soit, mais ils voient bien que ça tient pas. Parce qu'en fait, s'ils étaient immortels, mais que leurs êtres chers ne l'étaient pas, ils les verraient mourir et ce serait terrible. Donc, c'est la logique pure, en fait. C'est la logique pure. C'est pour ça que même dire je l'accepte, c'est déjà comme si on devait y apporter un consentement, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'autre à faire que de savoir que ça va arriver, que c'est ce qu'il y a de plus normal. Enfin, c'est même pas une question de normalité, parce que ça voudrait dire qu'il y a de l'anormalité. Mais en fait, il n'y a pas d'anormalité. C'est-à-dire que on va tous mourir. Et on peut le dire avec le sourire, parce que c'est pas grave. C'est comme ça. C'est comme ça. Je crois que c'est André Comte-Sponville qui disait, vous savez, parfois l'expression c'est la situation est grave mais pas désespérée. Et Comte-Sponville dit la situation est désespérée mais pas grave. Elle est désespérée. Il n'y a aucun espoir que nous soyons immortels. En fait, nous allons tous mourir.
c'est pas grave. Tout à fait. Elle est désespérée, la situation, de ce point de vue-là, bien sûr. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, pendant qu'on n'est pas mort, on vit. Et dans la vie, il y a plein de choses chouettes. Mais c'est vrai que moi, quand je pense à ça, et à quelqu'un qui a fait son Messenger, pour moi, c'est vraiment le côté comment je me rends accompagnable en fait, dans ce temps-là. Moi, je suis plutôt clair avec ça par rapport à ma propre finitude, mais c'est quel outil justement je laisse à mes proches et comment je travaille sur mon comportement. Et bon, je dis pas que quand on va m'annoncer une maladie ou un truc, je serais encore aussi serein. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça vraiment presque pas noble, c'est pas le bon mot, mais une espèce de forme d'élégance d'être accompagnable en fait dans ce temps-là. J'ai l'impression que quand on aime vraiment les gens, on leur doit ça. On leur doit d'être accompagnable, de pas être trop, de devenir ou ronchon ou anxieux, etc. Oui, mais alors ça, c'est pareil. Même si je pense qu'on ne le maîtrise pas forcément. Quoi. On ne le maîtrise pas. Non, on ne le maîtrise pas. La sollicitude, voilà, tout ce que le fait d'accompagner sur la fin de vie des mourants, des malades, qui effectivement parfois n'ont pas cette sérénité, mais parce qu'ils probablement qu'ils sont pétris de peur, parce qu'ils souffrent probablement aussi, enfin en tout cas ça arrive quand ils sont malades, et que donc ils sont effectivement pas faciles à accompagner, et c'est pas parce qu'ils ont la volonté voilà, perverse et méchante d'être insupportables, mais parce que voilà, leur souffrance, leur crainte, leur anxiété, leur refus de la réalité les rend exécrables parfois. Et pourtant, ils ont besoin et ils méritent tout autant que quelqu'un d'autre d'être accompagné. C'est ça qui est difficile. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un sujet dont on peut s'emparer très tôt pour l'apprivoiser. Une fois de plus, on n'apprivoise pas comme le petit prince avec le renard. Ça ne se passe pas en 3 minutes au moment où la mort est annoncée. Puis j'ai vraiment le sentiment que c'est beaucoup plus simple d'en parler quand tout va bien en fait. Parce que dès qu'on commence à voir les prémices même d'une maladie ou de la vieillesse un petit peu plus avancée, j'ai vraiment le sentiment que psychologiquement, qu'on est déjà dans une phase qui n'est plus la même. Quoi. On est sur une projection qui nous... j'ai vraiment le sentiment que... moi, j'avais eu un début de maladie puis qui s'est avéré vraiment pas grave, mais en tout cas, j'ai eu 2-3 semaines à devoir faire une biopsie et tout ça. Et c'est clair que ta psychologie change tellement. Quand tu commences à te dire, mais je sais pas ce que j'ai, mais peut-être que dans 1 an, je serai plus là, ou dans 6 mois, forcément, tous tes projets changent, le rapport à l'autre change, ton rapport à toi-même change. Tout ce qui te semblait être important ne l'est plus. Heureusement, j'avais rien en fait. Mais en tout cas, j'ai apprécié cette expérience pour ce qu'elle m'a appris, de me dire, en fait, quand tu sais que potentiellement tu es en risque, c'est absolument pas le bon moment pour réfléchir à tout ça en fait. Non, mais tu disais c'est plus simple d'en parler avant que ça devienne d'actualité, et je suis parfaitement d'accord avec toi. En même temps, je pense que la plupart des gens qui souhaitent pas en parler se disent que c'est plus simple de pas en parler du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est plus simple pour toi-même, mais quand tu as, je trouve, qu'un minimum d'empathie, parce que, moi, c'est l'idée de Messenger, elle est quand même là, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour ceux qui restent, en fait. Bien sûr. Mais pas parce que c'est vrai qu'avec, juste si on était seul et des ermites, tu dis, après moi le déluge, et c'est pas très grave, mais dès que tu sais dès que tu conscientises que potentiellement le fait que tu sois plus là, ça va amener de la tristesse, etc. Mais ça, c'est un bouleversement dans la vie de ceux qui restent. C'est un nouveau chapitre qu'ils vont devoir écrire sans toi. Je trouve ça plutôt sain, en tout cas, de dire qu'est-ce que ça veut dire de plus être là pour ceux qui restent. Oui, et ça me fait quand même penser à une chose aussi quand on parle de l'accompagnement des enfants, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. C'est-à-dire qu'on peut aborder cette question-là. Je rappelle ce principe de non-souffrance. On peut, d'abord, il faut guetter les signes d'angoisse qui montent avec la mort. Et puis, sans leur mentir, on a aussi le droit de est-ce que tu vas mourir, maman ? Oui, je vais mourir, mais en fait, j'espère mourir le plus tard possible. J'espère mourir quand je serai vieille, et toi, tu seras vieux aussi. Et pendant ce temps-là, je suis vivante. Et d'être à l'aise avec ça. On a plein de choses à se dire, à faire ensemble. Et en réalité, bien sûr, peut-être que je vais mourir demain matin. Mais c'est important quand même la normalité de la vie, c'est quand même de mourir quand on est vieux. Enfin, voilà. Bien sûr, et c'est pas toujours le cas, et les enfants le savent. Mais c'est bien aussi
justement pour qu'ils puissent appréhender ce sujet de la mort avec le plus de sérénité possible et le plus de clairvoyance possible, de leur dire quand même que c'est pas ce qu'on souhaite et qu'on souhaite vivre le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, partager des moments avec eux, parce que c'est quand même, ce sera peut-être la phrase de la fin, mais c'est difficile de parler de la mort aux enfants. C'est difficile pour un adulte de parler de la mort et c'est difficile pour un enfant d'entendre parler de la mort. Ça reste quelque chose de difficile. On vient de dire que c'était important, que c'était une responsabilité, que c'était élégant, que c'était... Et c'est néanmoins difficile. Et donc je dirais que voilà, il faut embrasser les deux. C'est important et c'est difficile. Merci, ce sera une très belle conclusion. Merci. Merci Alicia.